L'histoire commence dans une chambre du palais royal, où une mère nommée Origine lit un conte de fées à sa fille, Hélène. Le récit parle d'un ancien royaume appelé Tenbal, où les habitants vivaient autrefois dans la joie et la paix. Mais un jour, des monstres envahirent le royaume. Le roi fit alors appel à leur plus puissant esprit pour les vaincre. Même avec l'aide de cet esprit, le héros de Tenbal ne parvint pas à éliminer toutes les créatures. Il supplia alors l'esprit de libérer toute sa puissance d'un seul coup. L'esprit accepta et, d'une attaque dévastatrice, anéantit tous les monstres. Mais cette explosion de pouvoir blessa grièvement le noble héros. Refusant de le laisser mourir, l'esprit le porta jusqu'au royaume spirituel, jurant qu'elle le ramènerait un jour à la vie. Pourtant, malgré sa promesse, le héros ne revint jamais. Le peuple attendit en vain son retour. Quelques années plus tard, Hélène est dans les bras de son père, Rovel, tandis qu'elle écoute une autre femme terminer la même histoire à son propre enfant. Quand ce dernier demande ce qu'il est advenu du héros, Hélène déclare avec assurance qu'il est déjà revenu. Mais son père lui intime de se taire. Alors qu'il commande quelques brochettes, Hélène lui demande quand il rentrera enfin à la maison. Rovel lui répond que ce n'est pas si simple. Il prend la nourriture et s'éloigne, mais un homme reconnaît soudain son visage et l'interpelle. En un instant, la foule commence à murmurer. Pris de panique, Rovel s'enfuit pour se protéger. Poursuivi par plusieurs hommes, il saute par-dessus une charrette et s'engouffre dans une ruelle sombre qui ne mène qu'à une impasse. Les poursuivants l'y acculent, heureux de l'avoir retrouvé. Mais avant qu'ils puissent l'attraper, ils se téléportent, les laissant interdits. Rovel réapparaît sous un pont où Hélène lui demande pourquoi il fuit tout le monde. En larmes, il lui avoue que les gens l'ont érigé en héros durant son absence et qu'il ne veut pas porter ce fardeau ni subir cette attention. En voyant son père pleurer comme un enfant, Hélène repense à la rumeur populaire. Beaucoup croient qu'il est resté des années dans le coma, emporté par une magicienne. La vérité, c'est que sa mère, Origine, l'avait aidé à se rétablir entièrement. De fil en aiguille, ils s'étaient rapprochés et étaient tombés amoureux. Après leur mariage, Rovel était même devenu un demi-esprit, incapable cependant de maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Il s'était alors entraîné des années durant, jusqu'à les dompter, avant de revenir dans le monde aux côtés d'Hélène. C'est alors qu'Hélène révèle sa véritable identité. Bien qu'elle soit la fille de Rovel, elle était autrefois une scientifique japonaise, réincarnée dans ce corps. Dans son ancienne vie, elle passait son temps à manipuler les éléments pour créer de nouvelles choses. Mais par un destin inexplicable, elle s'était retrouvée projetée dans le monde d'Hélène. L'histoire commence dans une chambre du palais royal, où une mère nommée Origine lit un conte de fées à sa fille, Hélène. Le récit parle d'un ancien royaume appelé Tenbal, où les habitants vivaient autrefois dans la joie et la paix. Mais un jour, des monstres envahirent le royaume. Le roi fit alors appel à leur plus puissant esprit pour les vaincre. Même avec l'aide de cet esprit, le héros de Tenbal ne parvint pas à éliminer toutes les créatures. Il supplia alors l'esprit de libérer toute sa puissance d'un seul coup. L'esprit accepta et, d'une attaque dévastatrice, anéantit tous les monstres. Mais cette explosion de pouvoir blessa grièvement le noble héros. Refusant de le laisser mourir, l'esprit le porta jusqu'au royaume spirituel, jurant qu'elle le ramènerait un jour à la vie. Pourtant, malgré sa promesse, le héros ne revint jamais. Le peuple attendit en vain son retour. Quelques années plus tard, Hélène est dans les bras de son père, Rovel, tandis qu'elle écoute une autre femme terminer la même histoire à son propre enfant. Quand ce dernier demande ce qu'il est advenu du héros, Hélène déclare avec assurance qu'il est déjà revenu. Mais son père lui intime de se taire. Alors qu'il commande quelques brochettes, Hélène lui demande quand il rentrera enfin à la maison. Rovel lui répond que ce n'est pas si simple. Il prend la nourriture et s'éloigne, mais un homme reconnaît soudain son visage et l'interpelle. En un instant, la foule commence à murmurer. Pris de panique, Rovel s'enfuit pour se protéger. Poursuivi par plusieurs hommes, il saute par-dessus une charrette et s'engouffre dans une ruelle sombre qui ne mène qu'à une impasse. Les poursuivants l'y acculent, heureux de l'avoir retrouvé. Mais avant qu'ils puissent l'attraper, ils se téléportent, les laissant interdits. Rovel réapparaît sous un pont où Hélène lui demande pourquoi il fuit tout le monde. En larmes, il lui avoue que les gens l'ont érigé en héros durant son absence et qu'il ne veut pas porter ce fardeau ni subir cette attention.
En voyant son père pleurer comme un enfant, Hélène repense à la rumeur populaire. Beaucoup croient qu'il est resté des années dans le coma, emporté par une magicienne. La vérité, c'est que sa mère, Origine, l'avait aidé à se rétablir entièrement. De fil en aiguille, ils s'étaient rapprochés et étaient tombés amoureux. Après leur mariage, Rowell était même devenu un demi-esprit, incapable cependant de maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Il s'était alors entraîné des années durant, jusqu'à les dompter, avant de revenir dans le monde aux côtés d'Hélène. C'est alors qu'Hélène révèle sa véritable identité. Bien qu'elle soit la fille de Rowell, elle était autrefois une scientifique japonaise, réincarnée dans ce corps. Dans son ancienne vie, elle passait son temps à manipuler les éléments pour créer de nouvelles choses. Mais par un destin inexplicable, elle s'était retrouvée projetée dans le monde d'Hélène. Rowell comprend enfin où Alberto voulait en venir. Il attend de lui qu'il chasse Agiel. Alberto acquiesce, avouant qu'elle a dilapidé la fortune des Vancraves et mené leur famille à la ruine par ses extravagances. Pourtant, au lieu de rentrer directement, Rowell fait détourner la carriole vers une église. En entrant, le prêtre reste bouche bée de le voir en chair et en os. Sans détour, Rowell lui demande d'organiser une cérémonie de mariage au plus vite. Intrigué, l'homme d'église lui propose plutôt une célébration fastueuse dans la capitale. Mais Rowell secoue la tête. Il veut que tout se fasse sans délai. Hélène, curieuse, lui demande pourquoi cette précipitation. Son père lui confie alors qu'il veut mettre fin aux manigances d'Agiel, une bonne fois pour toutes. Le prêtre prépare donc la cérémonie, mais s'arrête en demandant « Et votre épouse, Seigneur Rowell ?» Un sourire traverse le visage de l'ancien héros. Il tend la main et un portail scintillant s'ouvre. De ce passage surgit Origène, bondissant dans les bras de son mari. Rowell s'excuse aussitôt pour la simplicité de ses noces humaines, mais Origène, radieuse, lui assure que le lieu ou la grandeur importe peu. Seule compte la joie de s'unir à lui une nouvelle fois, dans le monde des hommes. Hélène, ravie, observe ses parents s'enlacer. Quant à Alberto et au prêtre, ils restent figés, frappés de stupeur. Rowell leur explique que son épouse est une esprit et que c'est pour l'épouser qu'il est devenu demi-esprit. La cérémonie commence. Le prêtre demande leurs vœux qu'ils prononcent d'une voix claire. Après avoir signé les registres, Origène se penche et scelle leur union par un baiser tendre. Émue, Hélène s'avance. « Tendez vos mains, je veux célébrer votre amour. » Ses parents échangent un regard perplexe, mais obéissent. Alors, Hélène fait apparaître le platine élémentaire. Sous ses gestes délicats, le métal pur se modèle en 2 anneaux qu'elle glisse sur leurs annulaires. Ce doigt, dit-elle, est relié au cœur. Le cercle symbolise un lien éternel entre 2 âmes. Puis, manipulant le carbone, elle façonne 2 diamants étincelants qu'elle sertit sur les alliances. Enfin, elle projette dans l'air une pluie de poussière de diamants, illuminant l'église d'un éclat féerique. Les parents, bouleversés, serrent leur fille contre eux. Et soudain, un rayon de lumière divine traverse les vitraux. 2 silhouettes apparaissent. Les déesses jumelles Val et Vol, souveraines de ce monde, venues bénir cette union hors du commun. Mariage. Avec l'approbation des 2 esprits, le prêtre confirme officiellement leur union, et Hélène est heureuse de pouvoir manipuler tous les éléments grâce à son pouvoir tricheur, la regardant accomplir des miracles. Alberto est encore plus surpris par la mystérieuse fille de Rowell. Avant que tout le monde ne parte, Hélène offre les diamants restants en cadeau au prêtre. Elle court vers ses parents et dit à Rowell qu'il avait l'air cool, ce qui le rend tout fier. Son sourire effrayant gâche l'humeur d'Hélène, qui commence à fixer Alberto, silencieux. Il la félicite rapidement pour son mariage. Rowell accepte ses félicitations avant de dire à Origène d'emmener Hélène dans le royaume des esprits. Voyant la confusion d'Hélène, il lui explique qu'Agiel pourrait se fâcher de sa présence. Rowell dit à sa fille qu'elle peut simplement le regarder à travers un miroir magique, et Origène acquiesce. Lorsque Origène mentionne qu'elle voudrait réduire Agiel en cendres, Hélène est surprise de voir que ses parents détestent autant cette femme. Rowell lui explique qu'Agiel est son ennemi et confie aussi qu'il craint que la famille royale tente de lui arranger un mariage. Alberto se sent mal à l'aise, car Hélène est encore une enfant, mais Rowell dit qu'il ne veut pas prendre de risques avec son apparence adorable. Une fois son explication terminée, Origène prend congé de son mari, et il monte dans le carrosse avec Alberto. Cependant, Rowell prend peur et commence à revenir vers sa mère.
Alors Origen lui dit de se ressaisir et de finir ses affaires. Après que Rovel soit enfin reparti, ils entrent ensemble dans le royaume des esprits et trouvent un miroir magique pour observer l'aventure de Rovel. Dans le carrosse, Alberto se sent mal pour Rovel. Connaissant le caractère toxique d'Agiel, il se souvient qu'elle l'avait en quelque sorte forcé à l'épouser et qu'elle le traitait comme de la poussière ensuite. Alors que le comportement d'Agiel s'aggravait encore, Rovel en eut assez d'elle jusqu'à ce que les monstres envahissent la ville. Cela lui donna l'occasion de rompre leur fiançailles sous prétexte qu'il pouvait perdre la vie. Mais Agiel s'énerva et l'envoya en première ligne avec son père en guise de punition. Son père perdit la vie lors de la bataille et Origen emmena Rovel dans le royaume des esprits. Alors qu'il termine de se remémorer ce souvenir, Alberto est surpris de voir à quel point Rovel a changé. Il se demande si la vie dans le royaume des esprits a permis à Rovel de retrouver le bonheur qu'il avait perdu après l'invasion des monstres. Serrant les poings, Alberto s'excuse auprès de Rovel de ne pas avoir pu maîtriser Agiel. Rovel sait à quel point elle peut être déraisonnable, alors il ne blâme pas son fidèle garde pour cet échec, affirmant qu'il est également responsable d'avoir laissé Alberto seul. Il lui dit d'arrêter de se sentir coupable. Alors que leur carrosse continue à travers la ville, la famille Van Kreft installe des drapeaux partout pour accueillir leur héros, Rovel. Voyant les drapeaux, les habitants commencent à se rassembler et à célébrer le retour de Rovel. En les regardant fêter, Rovel esquisse un sourire et leur carrosse atteint bientôt le manoir familial où une foule s'est rassemblée pour le voir. Lorsque les portes s'ouvrent, le carrosse s'arrête à l'entrée du manoir. Rovel et Alberto descendent et le héros s'avance pour saluer la foule. Il leur dit qu'il est heureux de les voir, et la foule acclame tandis qu'il se retourne pour entrer à l'intérieur. À la porte principale du bâtiment, Rovel trouve le majordome en chef, et toutes les servantes de la famille l'attendent. Toute l'équipe de serviteurs s'incline devant Rovel, qui les remercie pour leur accueil chaleureux. Le majordome l'invite poliment à entrer dans la maison, où il entend une voix féminine excitée par son retour. Soudain, une femme déboule depuis le dernier étage et aperçoit Rovel en bas. Excitée, elle commence immédiatement à courir vers lui, mais glisse et dévale les escaliers comme un sac de pommes de terre. Le majordome ignore silencieusement l'apparence ridicule de sa maîtresse, tandis que Rovel la fixe, choqué. Il se demande qui est cette créature, et le majordome révèle qu'il s'agit en réalité de Madame Agiel. À sa remarque impolie, le majordome panique, mais Agiel l'ignore et affirme que son père l'a forcé à épouser le frère de Rovel. Illusionné par ses rêves, Agiel prétend que Rovel est enfin revenu pour l'épouser, mais il la refuse froidement. En voyant cette femme s'avancer vers son mari, Origen s'emporte dans le royaume des esprits. Hélène rappelle à sa mère de ne pas brûler leur château, et elle se calme grâce à l'avertissement de sa fille. Origen informe Hélène que cette personne sans vergogne est Agiel, et elle hoche la tête, sachant qu'ils font face au pire ennemi de son père. La prisonnière Gilles appelle sa fille et, en regardant à l'intérieur, demande qui est cet homme inconnu. Bientôt, quelqu'un lui dit qu'il s'agit de son véritable père. Submergé par l'émotion, Agiel court vers lui, mais trébuche et dévale les escaliers. Lorsque ses yeux croisent ceux de Rovel, celui-ci reste ébloui en voyant Milben désirer sa fille douce et gracieuse, aussi digne et belle que sa mère. Ruben, en revanche, la contemple avec dégoût. Dans le monde des fées, il ne supporte pas la scène devant lui et, pris d'une colère incontrôlable, commence à détruire le château. Sa mère parvient avec difficulté à le calmer, disant qu'elle comprend sa frustration et qu'elle ressent la même chose à devoir observer sans pouvoir agir. Pendant ce temps, Agiel se vante de la beauté de sa fille et Rovel demande au majordome si cette jeune fille est vraiment la fille de son frère Abel. L'homme, déconcerté, ne sait pas quoi répondre. À cet instant, Abel apparaît dans la maison en appelant son frère. Rovel est stupéfait de le voir. Il est le portrait vivant de leur père. Agiel s'approche, les larmes aux yeux, et Rovel, ému, lui dit qu'elle a tant grandi, tout en s'excusant de l'avoir laissé seule si longtemps. Leur réunion est brutalement interrompue lorsqu'Agiel surgit, folle de rage, exigeant qu'Abel divorce d'elle sur le champ. Face à la fureur de son épouse, Abel lui demande avec indignation comment elle a pu dépenser toute la fortune familiale pour ses luxes personnels, alors que cet argent devait revenir au peuple. Agiel le fixe froidement et lui rappelle qu'elle est née de sang royal.
Elle ne peut accepter rien d'inférieur, car ce serait une insulte à son rang. Elle ajoute qu'il devrait lui être reconnaissant, puisqu'elle agit toujours pour son bien. Abel perd le contrôle, mais Roval l'en empêche, lui demandant de ne pas s'humilier devant toute la famille. Il avertit ensuite qu'ils doivent parler et déclare qu'il se rendra au château le lendemain matin. Il ordonne à Lorraine d'envoyer un message au département de la justice. Lorraine s'exécute aussitôt, tandis qu'Abel, intrigué, demande pourquoi impliquer le département. Roval répond calmement que le lendemain, le divorce sera officiellement prononcé. Agiel, confiante, esquisse un sourire, croyant que Roval est... Les deux frères s'en vont, tandis qu'Origen regarde avec horreur le comportement cruel des deux femmes. Plus tard, en privé, Agiel s'excuse auprès de son frère, admettant que cette femme a toujours fait ce qu'elle voulait à cause de sa propre faiblesse, celle de Roval. Cependant, il lui répond qu'il n'a pas à se reprocher quoi que ce soit. Tout sera réglé le lendemain et les deux seront expulsés. Agiel demande alors, d'un ton hésitant, s'ils expulseront aussi la jeune fille, avouant qu'il ne sait même pas si elle est réellement sa fille, car le jour du mariage, il était ivre de désespoir. Roval comprend que son frère a été victime d'un piège, et Agiel confirme sans honte que la jeune fille n'est pas sa fille. Roval songe qu'elle dit peut-être cela seulement pour fuir ses responsabilités, mais que cela pourrait malgré tout leur être utile. Il le prévient toutefois qu'au moment d'enregistrer le divorce, il faudra présenter une raison et lui conseille de garder le silence, car Agiel finira par se condamner elle-même par ses mensonges. Agiel acquiesce et le remercie, tandis que Roval s'excuse à nouveau, se sentant coupable de l'avoir laissé si longtemps seul à défendre l'honneur de la famille, au prix de son propre bonheur. Abel lui demande alors où il était passé pendant tout ce temps. Roval lui raconte qu'il a vécu dans le royaume spirituel, où il a épousé une femme très importante, Origène, la reine des esprits. Il lui révèle également qu'ils ont eu une fille nommée Hélène. Puis, il demande au majordome Lorraine de garder ce secret jusqu'au moment opportun. Ému, Abel confesse qu'il a lui aussi eu une fille avec la femme qu'il aime, mais qu'il doit les cacher. Roval comprend et l'encourage à les ramener chez eux une fois les sorcières parties. Abel hésite. Sa bien-aimée n'appartient pas à la noblesse. Malgré cela, Roval lui assure qu'il fera tout ce qu'il peut pour qu'ils puissent rester ensemble, quel que soit le jugement de la société. Épuisé, Abel demande à son frère de prendre la direction de la maison, avouant qu'en 10 ans, il a prouvé qu'il n'en était pas digne. Roval refuse, expliquant qu'il est désormais à moitié esprit et que le monde des humains doit être dirigé par des humains. Abel insiste, affirmant que les humains et les esprits peuvent coexister, le suppliant de ne pas l'abandonner une fois de plus. Lorraine s'approche et confie à Roval que son maître vit seul depuis la mort de leur père, travaillant sans relâche pour le bien du Bancrave. Roval reste silencieux, pensif, tandis que, de l'autre côté du miroir mystique, sa femme et sa fille l'observent. Elles décident alors de lui venir en aide et se transportent dans le monde des humains. Face à lui, Origen l'interpelle, lui demandant pourquoi il hésite encore. Hélène, d'un ton réprobateur, lui reproche de ne pas accorder de valeur à sa propre famille. Elle dit détester les pères qui n'aiment pas les leurs. Ces paroles touchent profondément le cœur de Roval. Elle le présente ensuite à tout le monde. Lorraine, émerveillée par la petite fille, la regarde avec tendresse, tandis que Roval, incapable de contrarier sa femme et sa fille, promet de ne plus jamais disparaître et d'aider désormais son frère en tant qu'assistant. L'instant est chargé d'émotions. Lorraine saisit alors l'occasion de se présenter à la fillette. Il lui dit qu'il est le plus vieux majordome de la famille et lui demande de l'appeler grand-père. Hélène s'exécute avec un grand sourire et Lorraine manque de s'évanouir de joie. Roval proteste aussitôt. Selon lui, elle n'est pas sa petite fille. Mais Lorraine refuse d'abandonner. Il a attendu tant d'années pour recevoir une telle affection. Plus tard, Roval conseille à son frère de répondre, le lendemain, qu'il ne se souvient pas avoir jamais eu une fille avec Gadiel, puisque, après tout, c'est la vérité. Puis il lui demande de l'accompagner à l'audience. La reine des esprits le prend alors contre elle, ce qui le met visiblement mal à l'aise. Hélène, amusée, le traite de pervers cultivé, et il lui demande, surpris, où elle a bien pu apprendre un tel mot. La fillette, toute fière, répond qu'elle est une excellente élève, ce qui fait rire son père, empli de fierté. Abel, témoin de la scène, s'interroge. Cet homme est-il vraiment son frère ? Il ne l'avait jamais vu aussi léger, aussi humain. Et soudain, il comprend.
Voilà le vrai Roval, celui qu'il avait toujours admiré. Alors un grand sourire illumine son visage. Pendant ce temps, ailleurs, le roi apprend que Roval est revenu. Les conseillers s'inquiètent. Que faire de la princesse? Son mariage avec Abel est compromis, et il est peu probable qu'elle revoie Roval un jour. Le roi, soucieux, ordonne qu'on convoque Ravissule. Lorsque ce dernier se présente, il lui expose toute la situation. Ravissule répond qu'il était déjà au courant et qu'en vérité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le véritable problème, ajoute-t-il, s'appelle Agiel. Le roi acquiesce, songeur, en avouant qu'il doute fort que Roval puisse jamais lui pardonner. Et Ravissule lui rappelle le vieux conseil qu'il lui avait donné autrefois, ne jamais confier la direction de la maison à Agiel. Mais à l'époque, le roi avait préféré écouter d'autres conseillers, et aujourd'hui, il en paie le prix. Vanlf le prévient de ne pas provoquer la colère de Roval, car son pouvoir est unique et indispensable. Et à la manière dont les choses évoluent, une seule issue semble possible. Le lendemain matin, Roval se présente au château. Le roi, nerveux, le reçoit avec gratitude pour ses services et lui demande ce qu'il désire. Roval ne demande que 2 choses, que la royauté cesse toute ingérence dans les affaires de sa famille, et que sa présence soit reconnue comme celle d'un proche dans la procédure de divorce d'Abel. Ravissule comprend aussitôt. Les Vancraves s'apprêtent à rompre tout lien avec la couronne. Roval, calme et posé, explique que, bien que cela puisse paraître rude, la demande de séparation vient d'Agiel elle-même. Le roi, surpris, comprend que cela pourrait être perçu comme un affront à la famille royale et craint que le conflit ne s'aggrave. Les nobles présents tournent leur regard vers Roval et lui demandent les raisons pour lesquelles Agiel aurait demandé le divorce. Il répond avec sérénité qu'elle souhaite épouser un autre homme. Ravissule remarque la stupeur du roi et décide d'intervenir, prenant la parole à sa place. Il accorde à Roval ce qu'il a demandé, mais fait d'abord une proposition calculée. Hélène, observant l'homme, fronce les sourcils et demande à sa mère qui est cet homme au cœur sombre. Sans hésiter, Origène lui répond qu'il s'agit du prince héritier, un homme qui a toujours nourri des préjugés envers son père, même si elle ne comprend pas pourquoi la fillette l'a traité de « méchant ». Hélène, d'un ton ferme, déclare que c'est parce qu'elle perçoit les ténèbres en lui. Ravissule, vil et froid, se tourne alors vers Roval. Il affirme que sa famille est essentielle à la protection du royaume et lui demande de prêter sa force, non pas au nom du roi, mais au nom du peuple. Roval, sérieux, répond qu'il ne peut en décider seul, car il n'est pas le chef de la famille. Ravissule acquiesce, ajoutant que dans ce cas, il participera à l'arbitrage et qu'ils poursuivront la discussion à ce moment-là. Il remercie ensuite Roval pour ses services et quitte la salle, laissant derrière lui une atmosphère lourde et silencieuse. Intriguée, Hélène remarque que Ravissule dégage une énergie sombre. Origine esquisse un doux sourire avant de répondre. Elle lui raconte qu'il y a de nombreuses générations, un roi semblable à Ravissule régna sur le royaume, un homme obsédé par le pouvoir des esprits, au point de tenter de la convoquer afin de les soumettre à sa volonté. Cet acte profana l'équilibre sacré et provoqua la colère des esprits. En représailles, la lignée royale fut maudite. Depuis ce jour, chaque année, la famille tient le Festival des Esprits, espérant obtenir un pardon qu'elle a depuis longtemps perdu. Mais au fil des siècles, les descendants ont oublié la véritable cause de cette colère. Le rituel n'est plus qu'une coquille vide, une tradition privée de sens. Seul un homme osa questionner cette hypocrisie. Il demanda comment ils pouvaient espérer le pardon des esprits en leur adressant des prières dénuées de sincérité. Cet homme, c'était le père d'Hélène. Depuis son enfance, il cherchait toujours à comprendre le monde selon la perspective des esprits. En se remémorant ses souvenirs, Origène laisse échapper un rire doux. Elle avoue que c'est ainsi qu'elle est tombée amoureuse de lui et qu'elle l'a même forcé à signer un contrat avec elle. Hélène, un peu gênée, lui demande alors quel âge il avait à l'époque. Origine éclate de rire, 7 ans à peine. Pendant ce temps, dans le monde des humains, le procès de divorce d'Agiel touche à sa fin. Le jury, après avoir examiné les preuves présentées par Roval, conclut que la séparation est souhaitée par les 2 parties. Mais la requérante officielle demeure Agiel. Fière, elle confirme et déclare qu'elle compte se remarier, avec son ancien fiancé revenu pour la réclamer.
Le juge l'interrompt et précise que cet engagement a déjà été annulé. Agiel hausse les épaules, indifférente, affirmant que cela n'a aucune importance. Roval est revenu pour elle et pour leur fille. Roval intervient aussitôt, d'une voix glaciale. Il explique que c'est impossible. Il a passé 10 ans dans le royaume spirituel et Émile n'a que 8 ans. Il ajoute que la fillette n'est pas la fille d'Abel, une vérité qu'Agiel elle-même avait reconnue devant la famille. Sur la base de ces faits, le juge prononce le divorce. Il déclare qu'Agiel a violé ses vœux conjugaux par son infidélité et sa mauvaise gestion des finances du foyer, rompant ainsi le serment de soutien mutuel. Mais malgré la sentence, un sourire victorieux flotte encore sur les lèvres d'Agiel. Dans son esprit, elle se croit déjà libre, prête à recommencer une nouvelle vie auprès de Roval. Souhaitez-vous que je traduise la suite, celle où elle découvre la sentence divine de Baal, dans le même style? Pas convaincue qu'elle pourra désormais épouser Roval, Agiel relève la tête avec assurance. Mais le juge poursuit, implacable. Il l'informe qu'elle n'a plus le droit de se remarier. Agiel pâlit, la panique envahissant ses traits. Elle exige de savoir pourquoi, lorsqu'un cercle magique se forme soudain sous ses pieds. Des chaînes lumineuses s'élèvent, l'enserrant tandis que des symboles ardents se gravent sur sa peau. Autour d'elle, les gens tombent à genoux, terrifiés. Ils reconnaissent le jugement divin de Baal. Le décret est sans pitié. Agiel ne pourra plus jamais approcher un autre homme. Désespérée, elle court vers Roval, implorant son aide, mais une barrière magique la repousse brutalement. Le regard glacial, il lui rappelle qu'elle est désormais interdite même de le toucher. Sans issue, Agiel se tourne vers son père, le suppliant à genoux. Mais celui-ci secoue lentement la tête, la honte dans les yeux. « Jamais je n'aurais imaginé que tu nous couvrirais d'un tel déshonneur. » Obstiné, jusqu'au bout. La séance prend fin. Sous le regard de la foule, Agiel s'effondre, tremblante, écrasée par le poids de son propre destin. De loin, Origen observe la scène et s'interroge. Pourquoi le jeune prince est-il resté muet, se contentant de regarder sans intervenir? La scène change alors. Dans les appartements royaux, Roval se tient devant Ravissule. « Tout s'est-il passé comme prévu ?» demande-t-il d'un ton froid. Le prince acquiesce, un sourire satisfait aux lèvres. Il confirme que sa sœur a enfin été neutralisée et que leur père devra assumer la responsabilité de ses actes, ce qui, sans doute, le forcera bientôt à abdiquer. Roval le fixe, son expression impénétrable. « J'ai découvert que j'avais une famille et une fille adorable, » dit-il avec ironie. « Ne voudrais-tu pas, toi aussi, rencontrer ton fils ?» Ravissule le regarde avec mépris. Roval serre les poings, la colère montant. « Assez joué !» gronde-t-il. « Tu as déjà reçu la récompense promise par le roi. Reste loin de la famille Van. » Mais Ravissule se contente de répondre calmement. « Je compte simplement me retirer, pour un temps. » Roval le fixe un instant, puis réplique d'une voix glacée. « Fais donc en sorte que ce soit définitif. » Quelques secondes plus tard, il se téléporte chez lui, encore brûlant de rage, et ordonne à Lorraine de convoquer Alberto sur le champ. Dans le bureau, Alberto se retrouvait face à face avec Roval, qui s'exprimait avec un mélange de fermeté et de bienveillance. Il lui dit que, même s'il croyait qu'Alberto faisait de son mieux pour la famille, il devait le prévenir de ne pas tirer profit des faiblesses des autres. De plus, il l'informa qu'il ne ferait plus partie du service de M. Abel et que, par conséquent, son travail était suspendu. Alberto comprit la situation, hocha la tête en signe d'acceptation, puis prit congé de Roval, qui ne cacha pas son irritation face à l'attitude de l'homme. Plus tard, Roval retrouva sa famille. Sa mère se leva, émue, et il s'excusa rapidement d'avoir été absent si longtemps. Bien qu'elle l'ait attendu avec impatience, elle n'avait jamais voulu qu'il épouse cette femme. Et même lorsqu'il était parti pour la guerre, elle lui avait dit qu'il ne reviendrait peut-être jamais. Roval fut surpris par la clairvoyance de sa mère, tandis qu'elle avouait qu'elle n'aurait jamais imaginé que cette femme s'attacherait à son frère. Mais qu'à présent, elle se sentait soulagée de savoir qu'il s'était enfin débarrassé d'elle. Pendant ce temps, M. Abel ordonna à Lorraine d'envoyer toutes les affaires d'Agile au château royal et lui demanda si Alberto ne l'avait pas vu. Lorraine hésita, ne sachant comment répondre, mais Roval expliqua à son frère que la femme avait relevé Alberto de son service et suspendu son travail,
tout en le prévenant qu'il parlait trop et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. La mère de Rowell demanda des explications et il lui révéla qu'il était marié à un esprit et qu'il avait une fille, un secret que très peu de gens connaissaient. Malgré cela, le prince Ravissel avait demandé à rencontrer sa fille. La famille royale se méfiait des esprits et évitait tout contact direct avec eux. Mais ce prince audacieux cherchait à utiliser la fille de Rowell pour briser une malédiction. Loren comprit alors qu'Alberto avait tenté d'utiliser Hélène comme monnaie d'échange. Et, furieux, il demanda à Rowell s'il voulait se débarrasser de lui, sachant que leur père ne permettrait à personne d'approcher sa petite fille. Rowell répondit que ce n'était pas nécessaire. Cela irait à l'encontre de la volonté de leur père, car Alberto, se sentant redevable envers lui, avait probablement partagé certaines informations en échange d'une aide concernant Agile. Abel s'excusa, reconnaissant que tout cela était arrivé par sa propre incompétence. Mais Rowell la rassura. Elle n'aurait plus besoin désormais de cacher l'existence de sa famille. À ce moment-là, sa mère lui demanda s'il ne comptait pas les leur présenter. Dans le monde spirituel, Hélène demanda alors à sa mère si elle n'avait pas peur, puisqu'elle s'apprêtait à rencontrer sa belle-mère. Origine répondit qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Si sa belle-mère ne l'aimait pas, elle s'arrangerait simplement pour ne plus jamais la revoir. Hélène comprit alors que ce comportement était typiquement celui de sa mère. À ce moment-là, Rowell les appela et toute la famille apparut. Il présenta sa famille à sa mère, qui fut saisie de surprise. Origine, souriante, déclara qu'elle était heureuse de la revoir, précisant que, dans son monde, on la connaissait comme la reine originelle et mère de toutes choses. Si sa belle-mère n'aimait pas tous ces titres, alors elle devait être complètement folle. Rowell présenta ensuite sa petite fille, la première héritière du trône du royaume spirituel. Hélène se présenta formellement à sa grand-mère, qui fut charmée par la douceur et la grâce de la jeune fille destinée à hériter du monde spirituel. La vieille dame lui demanda si elle pouvait l'appeler grand-mère. Hélène hésita un instant, trouvant cette proximité un peu prématurée, mais voulant lui faire plaisir, elle tenta plusieurs fois avant de réussir à dire grand-mère, ce qui émut profondément la vieille femme. En la serrant dans ses bras, Lorraine commenta que cette petite fille était la plus belle chose au monde. Gênée, Hélène l'appela grand-père, ce qui fit rire tout le monde. La mère de Rowell demanda alors s'il était vraiment appelé ainsi par sa petite fille, et il avoua qu'à chaque fois qu'il entendait ce mot, il se sentait rajeunir. Peu après, la famille se prépara à déguster un dessert. Hélène, ravie, se demanda néanmoins si sa grand-mère ne la mettait pas à l'épreuve et décida de manger avec une grande délicatesse et beaucoup d'élégance. Sa grand-mère, surprise, lui demanda s'il existait aussi des règles de bienséance dans le monde spirituel. Origine expliqua que, en réalité, les esprits ne mangeaient pas et supposa que Rowell avait dû lui apprendre cela. Mais Hélène répondit que non, que ce n'était pas lui non plus. Amusée, la grand-mère lui proposa une autre friandise, mais Rowell intervint, avertissant qu'à ce rythme, Hélène risquait de ne plus vouloir rien avaler, ce qui la rendrait triste. Changeant de sujet, Sewell demanda alors à son frère s'il accepterait de l'aider à l'avenir dans l'administration du royaume. Rowell répondit que oui, mais précisa qu'il ne s'occuperait pas des chevaliers. Il ajouta également que Sewell ne pourrait pas rester dans le monde des humains et ne pourrait leur rendre visite qu'occasionnellement. Sa mère demanda pourquoi, et Origine expliqua que ses pouvoirs devenaient bien plus puissants lorsqu'elle se trouvait dans ce monde. Rester trop longtemps risquerait de transformer tout le royaume en forêt éternelle. Surprise, la belle-mère demanda alors si Hélène était, elle aussi, un esprit des... Mais Origine précisa qu'Hélène n'était pas un esprit des fleurs, mais bien un esprit élémentaire. Tout le monde resta confus, alors Hélène expliqua que presque tout dans le monde était constitué d'éléments, et qu'il existait d'innombrables façons de les combiner. Pour le prouver, elle transforma un morceau de charbon en diamant, laissant l'assistance bouche bée. Rowell avoua que lui-même ne comprenait pas totalement les pouvoirs de sa fille. Noël demanda si elle pouvait créer des minéraux à volonté, et Hélène fit apparaître devant eux une pile de lingots d'or. La famille fut stupéfaite, imaginant toutes les possibilités qu'une telle capacité pouvait offrir. La grand-mère, un peu inquiète, fit remarquer qu'il était imprudent d'exposer autant de pouvoir. Rowell proposa alors d'offrir le diamant et l'or à la grand-mère, ajoutant que le reste pourrait servir à aider la ville. Avec prudence, Sweeble commenta que les pouvoirs d'Ale, Hélène, étaient tout simplement incroyables.
Rowell confirma que c'était justement pour cette raison qu'il ne voulait surtout pas que la famille royale les découvre. Sa mère approuva, assurant que tout cela resterait un secret bien gardé. Restait à justifier l'origine de tout cet or. Hélène demanda s'il possédait une mine, affirmant que tout pourrait être expliqué comme provenant de là. La grand-mère s'exclama que la petite était vraiment intelligente et révéla qu'il possédait effectivement une petite mine. Ravie, Hélène promit qu'elle veillerait à ce que cette mine produise davantage, permettant ainsi de justifier tout l'or créé. La famille, impressionnée, nota qu'elle avait des réflexions d'adulte, ce que Rowell expliqua par le fait que sa nourrice était une réincarnée. Hélène proposa d'aider à l'administration du domaine, mais Rowell intervint aussitôt, lui disant qu'elle exagérait. Peu après, Sweeble informa les domestiques qu'Agil avait enfin quitté la maison. Il proposa donc de célébrer à la fois son départ et le retour du frère. Sans perdre de temps, ils organisèrent un grand banquet, et tout le monde passa un moment joyeux et animé. Pendant ce temps, Alberto rencontra Ravissol pour lui annoncer qu'il ne pourrait malheureusement plus lui faire ses rapports, puisque Rowell l'avait relevé de ses fonctions auprès de Maître Sweeble. Ravissol ne fut pas surpris. Il s'attendait à cette nouvelle, connaissant bien Rowell. Cependant, il lui demanda s'il avait déjà parlé avec sa fille, car, si c'était le cas, il aurait une dernière faveur à lui demander. De retour au banquet, Rowell et Origin prirent congé, expliquant qu'ils devaient retourner dans le monde spirituel. La grand-mère et Lorraine regrettèrent profondément qu'ils partent si vite, mais sans perdre de temps, ils demandèrent si Alan pouvait rester. Rowell répondit que oui, expliquant qu'elle ne possédait aucun pouvoir capable de faire pousser une forêt entière. Elle se tourna ensuite vers sa fille et lui demanda si elle souhaitait rester, comprenant que son père voulait simplement passer un peu plus de temps avec sa mère. Perrac, le fruit fantastique, décida de demeurer également, et ils partirent aussitôt, sans le moindre délai. Pendant ce temps, la grand-mère, voyant que Queen était très fatiguée, lui conseilla d'aller se coucher, lui promettant qu'elle viendrait la rejoindre après le bain. Un peu plus tard, dans la chambre, Alberto s'approcha discrètement d'elle et la réveilla pour lui remettre une lettre. En apercevant le sceau, elle comprit immédiatement qu'elle provenait du prince. Une invitation personnelle. Alan demanda à Alberto s'il détestait cette maison, et celui-ci, frustré, répondit que c'était impossible. Elle l'avertit alors que son père était très en colère, et que même s'il essayait peut-être d'aider la famille, la vérité était que son père et les autres voyaient cela comme une ingérence. Alan expliqua qu'elle et son père étaient des demi-esprits, ce qui les rendait inestimables aux yeux de la famille royale. Mais, selon elle, c'était une situation profondément troublante. Elle affirma clairement que si la famille royale refusait de reconnaître ses propres erreurs, le cycle des malédictions ne prendrait jamais fin. Ils avaient oublié que ce sont eux qui avaient provoqué la colère des esprits et que ce comportement portait un nom, l'arrogance. Elle conseilla donc à Alberto de rompre tout lien avec le prince, car si son père découvrait ce qui se passait, les conséquences seraient graves. Et même s'il venait à être excommunié, le prince, lui, ne ferait rien pour le protéger. Ainsi, s'il ressentait une véritable gratitude envers la maison, il devait éviter de s'impliquer dans des alliances dangereuses. Alberto s'excusa, tandis qu'Alan lui fit comprendre qu'elle était absolument certaine que son père observait tout à cet instant même. Alberto, un peu irrité, serra les poings sous la frustration, mais elle l'invita à se calmer. Elle lui assura qu'elle parlerait à son père pour apaiser la situation. Il lui demanda alors de prévenir le prince que son père serait furieux, mais elle refusa catégoriquement d'accomplir cette tâche. Elle brûla la lettre, puis lui souhaita une bonne nuit. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, ses grands-parents étaient ravis et de très bonne humeur. À ce moment-là, son père fit son apparition et lui demanda si elle avait apprécié le temps passé avec sa mère. Sans réfléchir, elle répondit que oui, mais ajouta aussitôt qu'il devait parler de quelque chose d'important. Hélène expliqua que son oncle Alberto avait rompu tout lien avec le prince et demanda donc qu'il soit autorisé à reprendre son travail. Son père la réprimanda, mais Hélène rétorqua qu'elle savait parfaitement qu'il avait, lui aussi, quelque chose à dire. Rowell devint nerveux, tandis que sa mère, Isabella, qui avait oublié un détail, demanda ce qu'elle voulait dire par là. Hélène révéla que son père savait déjà que le prince enverrait un messager. C'était justement pour cela qu'il l'avait gardé près de lui intentionnellement. Isabella demanda des explications, mais Hélène répondit qu'il n'y avait pas grand-chose à dire.
Son père était simplement trop protecteur. Cependant, elle devait savoir que le prince, désormais conscient de son existence, ne cesserait pas de la tourmenter. Et bien qu'il sache parfaitement qu'elle avait compris la situation, Hélène rappela à tous qu'elle avait brûlé la lettre sans même l'ouvrir, suggérant qu'il devrait plutôt parler directement à Alberto. En quittant la pièce, Lorraine fit remarquer que sa petite-fille était vraiment très perspicace et que son père comprendrait sans aucun doute le sens de ses paroles. Revel répondit qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. En brûlant la lettre avant de la lire, elle empêchait toute enquête sur les liens d'Alberto avec le prince. Et puisque aucune preuve n'existait, il assuma la responsabilité de protéger Alberto. Lorraine observa alors qu'il était le portrait craché de son propre père, ce à quoi Revel répondit que le véritable problème, c'était justement cet homme-là. Pendant ce temps, au château royal, Ravizelle souriait en apprenant que la lettre avait été brûlée sans être lue. Alberto prit congé, car c'était là sa dernière mission. Tandis que Ravizelle, fasciné, demeurait stupéfait par le geste de la petite fille, cette action ne fit qu'accroître son obsession pour elle. Il était désormais convaincu qu'il devait découvrir pourquoi la famille royale ne pouvait pas conclure de contrats avec les esprits, et il était déterminé à faire en sorte qu'elle soit celle qui lui révélerait enfin ce secret. Quelques minutes plus tard, Revel fit venir Alberto et, une fois face à lui demanda ce qui s'était passé avec le prince Ravissule. Alberto lui répondit qu'il avait rompu tous les liens avec ce dernier. Revel observa alors que, peut-être, Alberto pensait agir pour le bien de sa famille. Mais en réalité, en agissant ainsi, il n'avait fait que placer sa fille Hélène dans la ligne de mire de la royauté. Malgré tout, Hélène lui avait demandé d'aller lui parler, sinon elle ne lui adresserait plus jamais la parole. Il révéla également qu'elle avait brûlé la lettre sans même la lire. À cause de cela, aucune preuve n'existait désormais, ce qui fit comprendre à Alberto que sa fille venait, en réalité, de le sauver. Revel et sa fille lui annoncèrent ensuite qu'elle comptait le réintégrer dans le groupe avec son plein soutien, ce qui surprit énormément Alberto. Revel ajouta toutefois que, même si Hélène acceptait de le réintégrer, cela ne signifiait pas qu'elle lui faisait entièrement confiance. Elle garderait un œil sur lui. En quittant la pièce, Alberto se remémora comment il avait autrefois été sauvé sur le champ de bataille par le père de Revel. Mais cet acte héroïque avait coûté la vie à ce dernier. C'est pourquoi Alberto s'était juré de tout faire pour rembourser cette dette, pensant que nouer des liens avec la royauté y contribuerait. Il se rendait compte maintenant à quel point il s'était trompé. Pendant ce temps, ailleurs, Hélène partageait un repas avec ses grands-parents lorsque Revel arriva pour lui annoncer qu'il avait parlé avec Alberto. Elle l'ignora froidement, mais il la supplia de lui accorder un peu d'attention, puisqu'il avait déjà discuté avec lui. Hélène le prévint alors qu'il devait s'adresser à tous les domestiques pour leur expliquer ce qui pouvait offenser les esprits, afin qu'ils ne reproduisent pas l'erreur commise par Alberto. Son père reconnut qu'elle avait raison, et il lui dit que tant qu'il admettait ses fautes, elle n'aurait aucune raison de se fâcher. Les grands-parents, amusés, éclatèrent de rire en se demandant qui était le véritable parent entre eux deux. Mais Hélène continua de le réprimander. Même si ses intentions étaient bonnes, en l'utilisant ainsi, il avait provoqué des dégâts collatéraux. Elle exigea donc qu'il la prévienne la prochaine fois qu'il comptait se servir d'elle comme prétexte. Enfin, elle lui demanda de l'aider à trouver une manière de se débarrasser de ce prince au cœur noir, Raël, qu'elle traita d'envieux et de rancunier. Revel éclata de rire et admit qu'elle l'avait décrit à la perfection, avant de faire semblant d'être vexée lorsqu'elle ajouta qu'il avait, lui aussi, un cœur sombre. Les grands-parents éclatèrent de rire, tandis que Revel la prévenait que toutes ces paroles lui brisaient le cœur. Un peu plus tard, le grand-père prit l'initiative d'aller parler aux domestiques pour leur rappeler qu'il devait offrir le meilleur service possible à sa précieuse petite-fille, Hélène. Mais à peine eut-il fini de parler que les domestiques se dispersèrent pour se cacher. Autrement dit, ils s'étaient mis à jouer à cache-cache. Sans perdre une seconde, Hélène se lança à leur recherche. Cependant, ni le vieil homme ni les domestiques n'étaient faciles à trouver. Ils évitaient habilement d'être repérés, ce qui finit par la frustrer, car malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à trouver la moindre âme vivante. Voyant cela, son grand-père proposa ses talents de meilleur détective du royaume. Avec son aide, il montra à Hélène où tous les domestiques s'étaient cachés. Revel, ne voulant pas être en reste, offrit lui aussi ses services et se mit à faire le tour des lieux.
bouche grande ouverte, trahissant les cachettes de tout le monde. Les domestiques, eux, prenaient le jeu très au sérieux, se déplaçant comme de véritables ninjas pour ne pas être découverts. Lorsque la partie prit fin, Hélène déclara à son père qu'il ne faisait pas officiellement partie du jeu, ce qui le vexa un peu. Mais elle n'y prêta pas attention et demanda aux domestiques de recommencer une nouvelle manche, cette fois sans les interruptions de son père. Rovel, pourtant, supplia qu'on le laisse jouer à nouveau, mais Hélène l'ignora royalement. Il tenta malgré tout de participer, ce qui lui valut une petite tape sur la main. Les grands-parents, observant la scène, échangèrent un regard complice et commentèrent à quel point la présence d'Hélène remplissait la maison de joie. Au coucher du soleil, après avoir terminé le jeu, Hélène fit ses adieux à sa grand-mère et à son grand-père adoptif, tandis que son oncle Sewable lui assura qu'elle serait toujours la bienvenue. Avant de partir, Hélène alla aussi dire au revoir à Alberto, qui la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Mais Hélène lui répondit que ce n'était rien et prit congé de lui avec un baiser sur la joue, tout comme elle l'avait fait avec son oncle Abel. Quant à Rovel, il lui dit d'avancer sans lui, car il devait discuter de certaines affaires avec son frère Abel. Changement de scène. Les deux hommes évoquèrent alors la question des lingots d'or et se demandèrent comment gérer la situation. Ils envisagèrent d'utiliser la mine, mais avant cela, il leur faudrait procéder à une inspection. Puis, changeant un peu de sujet, Sewable dit à son frère que depuis qu'il était entré dans la vie d'Hélène, sa chance semblait avoir changé. À ce moment-là, Rovel, intrigué, demanda qui était cette mystérieuse bien-aimée dont il parlait. Son frère Abel finit par avouer, un peu gêné, qu'il s'agissait d'une serveuse du restaurant du village. Il expliqua que la femme s'appelait Aria et que sa fille, Raphilia, avait à peu près le même âge qu'Hélène. Lawrence recommanda aussitôt de faire venir Dame Aria au manoir sans tarder. Sewable, intrigué par cette précipitation, demanda pourquoi il fallait se hâter. Ils lui révélèrent alors qu'Hélène était actuellement l'unique héritière de la famille Vancrave, mais aussi l'unique héritière du royaume des fées. Et si la famille Blancrave venait à manquer d'héritiers légitimes, ils seraient dans l'obligation d'en informer la famille royale. Or, ils étaient convaincus que dès que le prince Ravisul monterait sur le trône, il ferait tout son possible pour publier un décret royal afin de promettre Hélène au prince. Sewable fit remarquer que normalement, après un divorce, on devait attendre 3 ans avant de pouvoir se remarier. Mais, dans le cas d'Aria, son divorce avec Agwil était un cas particulier. Elle pouvait se remarier immédiatement. Lawrence lui conseilla donc de faire venir son partenaire au plus vite, ce qu'elle accepta sans hésiter. Pendant ce temps, au château royal, Ravisul observait son fils avec un sourire satisfait. Le lendemain, Aria et sa fille Raphilia arrivèrent au domaine des Vancraves. Sewable les accueillit chaleureusement et les présenta à son frère. Rovel se présenta à son tour, mais avec un air légèrement désintéressé. Aria, en revanche, semblait fascinée par lui. Alors qu'il s'éloignait, elle ne cessait de le regarder, les yeux brillants d'admiration. Ils allèrent ensuite rencontrer le reste de la famille. Une fois installée dans la demeure, Aria retrouva Rovel dans l'un des salons, et cette fois, son regard envers lui trahissait une profonde admiration. Quelque chose d'étrange semblait se passer. Soit Aria était déjà la maîtresse de Rovel, soit elle venait de tomber amoureuse de lui au premier regard. Dans tous les cas, la situation méritait d'être surveillée. La journée se poursuivit normalement, bien qu'à un moment, lorsqu'ils se croisèrent de nouveau dans le couloir, Rovel détourna les yeux tandis qu'Aria joignait les mains, nerveuse. Pendant ce temps, dans le royaume des esprits, Rovel évoqua le fait que son père aidait beaucoup son oncle Sewable, tandis que la reine Origine semblait d'une humeur, disons, particulièrement joyeuse. Sans doute parce que son bien-aimé Rovel était entouré de beaucoup de femmes. Alan rappela que Rovel n'était là que pour aider son oncle, mais à ce moment précis, Rovel apparut dans le royaume spirituel. Origine afficha alors une moue contrariée. Lorsqu'il lui demanda ce qui n'allait pas, elle lui répondit que sa mère lui en voulait, car il était constamment entouré d'alcool et de femmes. Rovel, un peu gêné, déclara qu'il n'aimait pas cette situation non plus. Mais il n'avait pas le choix. Il essayait justement de les éviter. Origine dit qu'elle le savait, mais que ces derniers temps, il sortait souvent boire. Rovel s'excusa et lui promit de passer plus de temps avec elle, et après quelques paroles de douceur, il réussit à la convaincre. Hélène, fatiguée, annonça qu'elle allait se coucher,
mais son père la retint pour lui dire que la date du mariage de son oncle avait déjà été fixée et que la famille royale serait probablement présente. Il lui demanda donc directement de rester dans le monde spirituel. Elle accepta sans hésiter, car elle ne voulait absolument pas revoir cet homme. Origen demanda si elle devait vraiment y aller, mais Rowell répondit qu'il devait s'assurer que tout le monde sache qu'elle avait déjà un compagnon. Bien qu'il déteste l'idée que d'autres hommes puissent la regarder, il jugea plus prudent de partir lorsqu'il remarqua que les choses devenaient trop affectueuses. Le lendemain, Rowell confirma que la famille royale assisterait effectivement au mariage. Autrement dit, malgré tout le chaos causé par Agile, ils avaient encore le courage de se présenter. Rowell précisa que sa fille ne participerait pas, afin d'éviter tout problème, et Sauvel approuva, même s'il savait que Lorraine et sa mère seraient déçues. À ce moment-là, Arya entra dans la pièce pour leur apporter du thé, insistant auprès de Lorraine pour qu'elle la laisse faire. Pendant qu'elle servait le thé, elle ne cessait de regarder Rowell avec attention. Hélène la remercia froidement. Alors qu'elle continuait de le fixer, M. Abel demanda sa tasse, et lorsqu'elle la lui remit, il lui dit qu'elle pouvait disposer. Arya, pourtant, resta un instant, le regard perdu sur Rowell. Dans le monde spirituel, Origen, furieuse, demanda à Hélène ce qu'elle préférait, incendier le monde ou le noyer. Hélène, paniquée, supplia sa mère de se calmer, rappelant que cette femme allait épouser son oncle Abel et qu'il était donc peu probable qu'elle s'en prenne à son père. Origen lui demanda si elle ne trouvait pas cette femme trop attirante, mais Hélène répondit qu'elle valait à peine un 5, alors que sa mère était un 10. Autrement dit, il n'y avait aucune concurrence. Même si toutes deux remarquèrent qu'Arya fixait beaucoup trop Rowell, elles étaient convaincues qu'il s'en était rendu compte et qu'il faisait tout pour l'éviter. Le lendemain, les invités arrivèrent à l'église pendant que Rowell et Origen quittaient les lieux. Lorsqu'ils apparurent dans la chambre nuptiale, Arya fut surprise de le voir accompagné. Rowell s'excusa de ne pas l'avoir présenté plus tôt et annonça qu'il s'agissait de son épouse, tandis qu'Arya semblait soudain intimidée. Hélène le remarqua et espéra qu'en voyant cela, Arya éviterait désormais de croiser son père. Un peu plus tard, pendant la cérémonie, Rowell informa Origen que les personnes assises tout en haut étaient la famille royale, le premier prince Gabriel, le second prince Rachel, la première princesse Sel, ainsi que le tout nouveau roi Ravisul et la reine Léril. Hélène, de son côté, réalisa que non seulement Ravisul dégageait cette obscurité inquiétante, mais que le reste de sa famille, M. Abel et même Arya, en étaient également imprégnés lorsqu'ils s'avancèrent vers l'autel. Elle ne semblait pas du tout ravie de ce qu'elle voyait. Le prêtre demanda ensuite s'il jurait fidélité à Mars pour l'éternité, et tous deux prêtèrent serment. Cependant, au moment où Arya s'apprêtait à signer, quelque chose l'arrêta net. Rowell et Origen le remarquèrent aussitôt, tout comme Hélène. C'était, sans aucun doute, le jugement de Baal. Ravisul esquissa un sourire, ayant lui aussi perçu le phénomène, et commença à réfléchir rapidement à la manière de réagir. S'il découvrait qu'Arya avait été jugée par la déesse, le mariage serait immédiatement annulé, et des rumeurs se répandraient, affirmant que la maison Vancrave avait été jugée. Il se demanda comment détourner l'attention de tous, puis eut une idée brillante: apparaître publiquement et faire pleuvoir des diamants, accomplissant ainsi son stratagème. Les gens crurent alors que la maison Vancrave venait d'être bénie, bien que Rowell et Origen savaient pertinemment que c'était grâce à Hélène. Rowell expliqua à son fils que la demeure avait été bénie par les esprits. Satisfaite, Hélène décida de se retirer. Le père de Jell lui expliqua, le visage empreint de tristesse, que leur famille vivait sous une ancienne malédiction, raison pour laquelle ils étaient incapables de voir les esprits et devaient dépendre de la famille. Van Rave. Gell hocha la tête, comprenant toute la lourdeur de cette vérité. Mais lorsqu'il se retourna pour chercher Hélène, il constata qu'elle avait disparu d'un ton calme et posé. Origen informa Rowell qu'Hélène était retournée dans le monde spirituel. Soulagé, il poussa un profond soupir, tout en se disant qu'il ne manquerait pas de la gronder sévèrement plus tard. Quelque temps après, alors qu'il marchait dans les longs couloirs du château, Rowell croisa Ravisul. Il demanda à Origen de les laisser seuls, ce qu'elle fit discrètement. S'approchant de lui, Rowell demanda pourquoi sa femme et sa fille n'étaient pas présentes. Ravisul le fixa avec insistance, et celui-ci, tentant de dissimuler son trouble, affirma que toutes deux ne se sentaient pas bien, mais Ravisul le prévint de ne pas mentir. De son côté,
Tan comprit aisément que Reuel avait agi ainsi intentionnellement et fit remarquer que son frère avait choisi une épouse plutôt singulière. Insinuant même que la déesse Baal désapprouvait cette union, Reuel, gardant son calme, répondit que son frère Abel était un homme chanceux d'avoir trouvé une si bonne femme. Ravissul éclata de rire et admit qu'en effet, il semblait bien favorisé avant de partir. Il ajouta qu'il espérait voir Reuel et sa fille dans son château la semaine suivante, car il souhaitait les présenter à ses propres enfants. Pendant ce temps, l'épouse d'Abel, en retirant ses vêtements, remarqua une étrange marque sur ses poignets. À cet instant précis, Reuel et Origen entrèrent dans la pièce. Il ordonna aussitôt au serviteur de sortir, puis, une fois seul, il exigea une explication sur la signification de cette marque. Elle avoua qu'elle n'en savait rien. Fou de rage, Reuel révéla que la famille royale poursuivait sa fille à cause d'elle, car elle avait été jugée par la déesse Baal, et que le roi et la reine en avaient été témoins de leurs propres yeux. Origen intervint alors, l'exhortant à se calmer, car il laissait la colère prendre le dessus. Elle comprenait que sa fureur venait de l'amour immense qu'il portait à sa femme et à sa fille, mais elle insista sur le fait qu'elle n'avait été que malchanceuse. Elle lui assura qu'il n'y avait aucune raison de désespérer, car sa fille, Alina, accomplirait un jour quelque chose de bien plus grand que quiconque ne pourrait. Puis elle se tourna vers sa belle-sœur et lui demanda si elle serait capable de sacrifier sa propre fille pour une étrangère. Horrifiée, Arya répondit qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Origen expliqua qu'elle comprenait l'indignation de Reuel, puisque la famille royale poursuivait la jeune fille et qu'ils avaient promis de garder le silence sur l'incident à condition qu'Hélène leur soit remise. Arya voulut savoir ce que tout cela signifiait, et Origen lui révéla qu'elle avait signé un faux serment dans le registre des déesses. Elle y avait inscrit son nom tout en pensant à un autre homme et non à Abel. La cicatrice en forme d'épine sur son poignet était la marque du jugement divin de Baal, symbole du péché d'avoir menti aux déesses. Reuel, submergé par la colère, lui demanda si elle n'aimait vraiment pas son frère désespéré. Arya le nia, mais il cria qu'elle devait cesser de mentir. Origen intervint alors, lui demandant d'arrêter, et précisa que la marque était encore pâle. Signe que de véritables sentiments subsistaient encore, les larmes aux yeux, Arya comprit qu'il s'agissait d'un avertissement de la déesse Baal. Un rappel de ne pas s'écarter du droit chemin et d'aimer Abel de tout son cœur, sous peine de tomber dans la ruine. Usant de sa magie, Origen dissimula la cicatrice, s'assurant que personne d'autre ne puisse la voir, à part elle-même. Elle dit à Arya que lorsque son amour pour Abel serait pur et total, la marque disparaîtrait. Reuel précisa qu'elle ne devait révéler cela à personne, et Arya promit de garder le secret. Dans le monde spirituel, Hélène observa toute la scène de loin, le cœur serré. Elle pensait que son oncle Abel trouverait enfin la paix auprès d'Agilgaon. Mais elle comprit que les choses ne seraient pas aussi simples. Il était temps d'agir, et elle se prépara à commencer sa mission de reconnaissance. Pendant ce temps, Gell ne parvenait pas à chasser Hélène de son esprit. Il demanda à son père pourquoi la famille royale ne pouvait pas conclure de pacte avec les esprits. Son père répondit que l'origine de cette impossibilité était bien plus profonde, un héritage ancien transmis de génération en génération, et qu'il ne pouvait même pas approcher les esprits. Cependant, il lui assura qu'il accomplirait le souhait de son fils. De son côté, Arya était anéantie, ne sachant plus quoi faire. On lui avait interdit d'en parler à Abel. Mais elle se demandait encore si elle devait vraiment le faire. À ce moment-là, Abel entra dans la pièce et remarqua la pâleur du visage de son épouse. Il lui demanda si elle allait bien, et elle s'excusa de l'avoir fait attendre, lui demandant encore un peu de temps. Il lui adressa un sourire bienveillant et lui dit de ne pas s'inquiéter. Arya, rassemblant son courage, tenta de lui dire quelque chose, mais hésita au dernier moment. Pendant ce temps, dans la bibliothèque du monde spirituel, Hélène poursuivait ses recherches. Son assistant, Vin, apparut soudain, la réprimandant pour avoir éparpillé tant de livres partout, et l'avertit que ses parents allaient se fâcher. Hélène répondit calmement qu'il ne pouvait pas lui en vouloir, puisqu'elle accomplissait une mission de reconnaissance. Voyant qu'il ne parviendrait pas à la raisonner, Vin lui proposa au moins de demander de l'aide. Elle accepta, et lui demanda s'il savait quelque chose à propos de la malédiction qui frappait les esprits liés à la famille royale, car elle avait aperçu une étrange fumée noire émaner d'eux. Vin, surpris,
réalisa qu'il pouvait la voir aussi. Hélène expliqua qu'elle en avait parlé à sa mère, qui lui avait dit qu'il s'agissait d'une malédiction spirituelle. Vin avoua qu'il n'en savait pas beaucoup plus, sinon qu'elle était sans doute trop jeune pour entendre toute la vérité. Mais Hélène affirma qu'elle refusait de rester dans l'ignorance. Elle expliqua qu'elle enquêtait sur le prince Ravisul, qui avait exploité les faiblesses de la famille Bancrave pour la convoquer. Elle et son père, au château Vin, perdit alors son sang-froid, furieux, les traitant de rats insolents, avant de reprendre son calme et de lui demander d'expliquer toute l'histoire. Hélène insista, et il finit par lui révéler la vérité. Tout avait commencé pendant la tempête des monstres, il y a 200 ans. Le roi de cette époque, aveuglé par son arrogance, avait convoqué les esprits et exigé que leur reine intervienne pour renverser la situation défavorable. Face à un tel manque de respect, les esprits refusèrent d'obéir, ce qui mit le roi dans une rage folle et le poussa à commettre un ancien tabou. Dans une nouvelle scène, Hélène se trouvait dans sa chambre, songeuse, repensant aux paroles de Vin. Lorsque ses parents entrèrent pour s'excuser du retard, ils remarquèrent son air lointain et lui demandèrent ce qui n'allait pas. Elle répondit d'une voix ferme qu'elle savait déjà. Sa mère lui expliqua qu'elle ne lui avait rien dit, car elle savait qu'Hélène essaierait, par pure bonté, de briser la malédiction du roi. Mais Hélène répliqua qu'elle n'était pas aussi gentille qu'il le pensait. Elle ne pouvait pas pardonner le péché de la famille royale, trouvant honteux qu'ils vivent en ignorant leurs propres fautes. Rowell tenta de s'excuser, mais elle lui répondit qu'il n'avait aucune responsabilité dans tout cela. Elle affirma qu'elle était à moitié humaine et qu'elle avait encore sa grand-mère, son grand-père, son oncle Abel et Alberto, tous les Bancrave qu'elle aimait et dont elle était fière. Elle était la fille d'un humain et d'un esprit, et cela la remplissait de fierté. Cependant, elle ne pardonnerait jamais à ceux qui cherchaient à obtenir le pouvoir des esprits sans reconnaître leurs péchés. Émue, Rowell se précipita pour la serrer dans ses bras, mais elle le retint et déclara que le moment d'agir était venu. Curieuse, elle demanda ensuite ce qui s'était passé après la conversation avec Arya Origen, expliqua qu'Arya avait tout avoué à Abel de son plein gré, malgré l'interdiction de Rowell, ce qui provoqua une grande confusion et poussa Abel à interrompre la réception en plein milieu. Rowell ajouta qu'Abel, submergé par la colère, avait annoncé qu'il s'éloignerait quelque temps. Bien que sa mère et Lorraine aient souhaité le revoir triste, Hélène demanda alors s'ils pouvaient aller voir leurs grands-parents quand tante Ariana ne serait pas là. Rowell répondit que ce serait difficile, car Ariana avait déjà affirmé qu'elle ne reviendrait plus la jeune fille, refusant d'accepter cette idée, insista tant que son père finit par céder. Ainsi, il l'emmena à la demeure des Bancrave, et en la voyant arriver, sa grand-mère se précipita pour l'enlacer avec émotion. Le beau-père d'Arya manifesta sa joie de la revoir, tandis que la grand-mère, profondément attristée, murmura que tout semblait aller pour le mieux avant que tout ne s'effondre tragiquement. À cet instant, Abel et Arya entrèrent dans la pièce, et Abel se présenta poliment. Arya détourna cependant le visage, ce qui poussa Abel à lui ordonner fermement de se montrer respectueuse. Peu après, il demanda à Rowell s'il était venu pour parler à Arya, mais ce dernier répondit qu'il était là à la demande d'Hélène. « Qui souhaite me parler ?» pensa Arya, troublée. Hélène déclara alors qu'elle souhaitait seulement la prévenir de quelque chose d'important. Abel l'interrompit, fixant Arya, et précisa que même si Hélène avait le même âge que leur fille, elle n'était pas une enfant ordinaire, et qu'il serait donc préférable qu'Arya prête une grande attention à ses paroles. Arya acquiesça en silence, prête à écouter. D'une voix calme, Hélène expliqua que la mère d'Arya avait dissimulé une cicatrice par affection pour l'oncle Sewable. Mais ce geste avait été une grave erreur, car elle l'avait révélé malgré l'avertissement de ne pas le faire. « Je lui ai tout dit parce que je l'aime », répondit aussitôt Arya, le cœur serré. Hélène secoua la tête et affirma que ce n'était pas là de l'amour véritable, mais plutôt une tentative d'obtenir son pardon. Sa mère, ajouta-t-elle, avait pensé à un autre homme juste avant son mariage, et c'est pour cette raison que tante Val l'avait jugé. Épuisée par tant d'explications, Arya soupira et demanda à Hélène d'en venir au fait. Alors, Hélène déclara sérieusement qu'Arya devait se montrer prudente et chasser de son esprit toute pensée impure concernant son propre père, car il représentait une clé essentielle pour le royaume. La famille royale, poursuivit-elle, cherchait à préserver la lignée des Bancrave, bénie par les esprits. Leur présence au mariage n'avait servi qu'à évaluer si Arya méritait ou non de rester en vie.
Et malgré cela, continua Hélène d'une voix ferme, tu es toi-même devenu un obstacle. Elle expliqua qu'au moindre signe de menace envers la famille Van Crave, ceux qui portaient la bénédiction des esprits n'hésiteraient pas à l'éliminer. Arya sentit la panique monter en elle. Sa grand-mère tenta de la rassurer, disant qu'il était normal que de nombreuses femmes soient charmées par Rovel dès le premier regard, et qu'il n'était donc pas surprenant que cela lui soit arrivé. Mais elle lui rappela doucement qu'Arya n'avait pas pris en compte les sentiments d'Abel. Essayant de se reprendre, Arya répondit avec émotion qu'elle aimait Abel de tout son cœur. Hélène, d'un regard glacial, répliqua que si c'était vraiment le cas, Arya ferait mieux de cesser de nourrir des pensées impures envers son père, car cela pourrait bien lui coûter la vie. « Si tu t'avises de faire une chose pareille, » continua Hélène avec un sourire énigmatique, « ma mère et moi ne te montrerons aucune pitié. Nous te détruirons lentement tout en conservant son sourire. » Hélène fit un pas en avant et dit à Arya de se préparer. La peur s'empara de cette dernière, et avant même qu'elle ne puisse réagir, elle s'évanouit. Depuis le monde spirituel, Origin observait silencieusement tout ce qui se passait. Quelque temps plus tard, Abel s'approcha d'Hélène et s'excusa pour tout. Elle répondit calmement qu'il n'avait pas à s'en faire, ajoutant peut-être qu'elle avait été un peu trop dure. Mais Abel insista. Grâce à elle, sa famille ne s'était pas effondrée, et pour cela, il lui était profondément reconnaissant. Hélène leva alors les yeux vers son père et lui demanda s'il devait se rendre au château immédiatement. Robin, le visage grave, répondit que malheureusement, oui à cette nouvelle, la grand-mère d'Hélène fut ravie et appela aussitôt les couturières pour qu'elles confectionnent une nouvelle robe. Les femmes se mirent aussitôt au travail gêné. Abel s'excusa auprès de sa nièce, expliquant que sa mère avait toujours rêvé d'avoir une fille et qu'elle était maintenant beaucoup trop excitée à l'idée de lui préparer une robe. Hélène sourit, comprenant parfaitement la situation, mais décida de ne pas être en reste. Elle fit venir les maquilleuses. Elle déclara vouloir que son oncle subisse lui aussi une transformation. Elle demanda à son père de le tenir fermement, car il était temps de rendre Abel aussi beau que possible. Après un certain temps, le résultat surprit tout le monde. Abel paraissait avoir 20 ans de moins. Hélène éclata de rire et affirma fièrement qu'avec une telle allure, Arya ne regarderait plus jamais un autre homme. Robin, observant toute la scène, comprit parfaitement la raison pour laquelle Hélène avait fait tout cela. Avec un doux sourire, il la félicita pour son excellente idée.